Rebecca Enonchon sur STV avec le journaliste Dipita Tongo met l'accent sur la léthargie et les barrières que posent certains gouvernements sur le succès des startups en Afrique. Je vous laisse écouter. À qui Dieu a tellement donné. Tellement donné. On a, je ne sais pas comment décrire, Dieu nous a tout donné. Tout. Tout. Même sur l'Afrique, c'est pas seulement qu'on devrait être les leaders en Afrique, mais l'un des leaders dans le monde. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on a à envier au pays même crise? Le talent camerounais, mais regardez toutes les organisations internationales. Le Cameroun. Et souvent, quand je circule, comme je dis, beaucoup de dialogues avec d'autres gouvernements, pas nécessairement le nôtre, mais beaucoup de discussions. Les gens me demandent, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? On ne comprend pas. On ne comprend pas comment vous avez tout ce talent-là. Moi, il y a des Camerounais partout. C'est-à-dire que souvent, et des personnes intelligentes et qui conseillent d'autres gouvernements. Mais comment on n'arrive pas à s'en sortir chez nous? Tout le monde constate la distance entre le potentiel et le réel. Oui, et le potentiel qu'on connaît parce qu'on l'a vécu. C'est pas que c'est un espoir. I'm not living in hope. Je ne vis pas dans l'espoir. Je vis dans le fait qu'on a déjà ce passé, on a déjà fait nos preuves. De dire que, et pourquoi est-ce qu'on est là où on est aujourd'hui? Ce n'est pas normal. Vous faites un lien entre la gouvernance et le numérique? Oui, bien sûr. Ok. Et quand j'ai dit qu'on a tout, même dans le numérique, on a tout. C'est-à-dire que donc vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que et comme on n'a pas une cohésion dans les décisions qui sont prises au Cameroun, chaque ministre fait comme il veut. Le ministre Atanganji. Le ministre de l'administration territoriale. Oui, monsieur Moulinex. Mais il s'est levé un beau matin et il a décidé de taxer les jeux de hasard. De créer une plateforme, en fait, d'utiliser une plateforme numérique pour taxer. Une forme d'imposition. Oui, de 7%, 3% en entrée, 3% et demi, en fait 3% et demi et 3% et demi, donc 7%. Il annonce ça, il donne 10 jours et il dit tous les jeux. Hein. Donc il y a les jeux qui ne sont pas les jeux de hasard. Absolument. Il y a les jeux, donc les startups, on a une startup à Yaoundé très connue qui s'appelle Kiro Games et qui est le premier studio de jeux dans toute l'Afrique centrale, l'un des premiers studios en Afrique. Et ils sont soumis à la même lettre, en fait, parce qu'on ne sait pas si c'est un décret, on ne sait pas d'où ça sort. La même décision. Et le choix de la plateforme, ils ont choisi cette plateforme, c'est une start-up sénégalaise. Ils ont choisi sur la base de quoi? Le ministre des Finances a recadré tout cela. Mais il a recadré, ça continue. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de cohésion. Il a recadré, mais ça continue. Ça n'a pas arrêté. J'ai vu la lettre qui est sortie de la présidence, dans laquelle on a demandé de suspendre. Mais qui a suspendu? D'accord. Et c'est ça la difficulté, et c'est ça l'intersection entre la politique et la technologie. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de cohésion. Et donc, on ne peut pas avancer. Parce que d'un côté, on va vous donner... Et je vais vous dire une chose qui est très positive au Cameroun. C'est le Code des impôts. Je pense il y a 2 ans ou 3 ans, introduit 5 ans, pas de taxes pour les startups, pas d'impôts pour les startups. C'est formidable. C'est formidable. Mais c'est les impôts. Et c'est même pas reconnu. C'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'il y a... C'est formidable. C'est vraiment... Merci, je sais pas qui a fait ça, mais c'est vraiment... C'est tellement le ministre des Finances, puisque ce sont les impôts. Oui, bon, disons... Donc, merci au ministre des Finances. Moi, Rebecca, ils l'ont changé, dit. Mais je dis qu'en même temps, ils vont ajouter les autres taxes. Que tout le monde doit payer, même si c'est numérique. Donc, it's this contradiction. Tout le temps en contradiction. On a un gouvernement qui est tout le temps en contradiction avec lui-même. D'accord. L'intelligence artificielle dont
intégrés dans les prises de décision, est-ce une opportunité, une bonne chose ou Je dis, hein, tu sais que ça, c'est encore un sujet où il faut d'abord faire. Parce qu'on va passer je veux dire, notre en temps... faisant d'abord, on peut aussi s'exposer à tous les dangers du monde. Oui, mais tout est dangereux. Okay. Même la bière est dangereuse. D'accord. Donc, si on passe notre temps à regarder ce qui peut être dangereux, on ne va jamais avancer. Et je vais vous dire que le reste du monde, ils sont très contents de dire que oui, eux, ils vont se concentrer sur ce qui pourrait être mauvais. Nous, on va avancer. Absolument. Même l'Europe est en retard sur l'IA. Tout simplement. Hésitation, oui, toujours, quand on ne maîtrise pas. Et donc, quand on ne connaît pas, on se dit que ça pourrait être mauvais. Je vais vous dire ce qui peut être mauvais dans l'IA. Ce qui peut être mauvais dans l'intelligence artificielle, c'est que quand on construit des modèles dans l'intelligence artificielle, à un moment donné, on peut les construire tellement bien que l'outil devient autonome. Ah, d'accord. Si pour les personnes qui ont une inquiétude dans l'IA, c'est celle-là. C'est à quel moment est-ce que ça devient autonome et qu'on ne peut plus le contrôler. Mais on est à des années-lumière. C'est-à-dire qu'ici en Afrique, là, on est à des années-lumière de ça. C'est les réflexions auxquelles les grands ingénieurs dans l'IA, parce que c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique d'être sûr qu'on n'y passe pas. Parce que dès qu'on a passé cette étape, ça va être très compliqué de faire marche arrière. Mais on est tellement loin de ça. On a un problème de données. C'est-à-dire qu'on parle de l'IA en Afrique. Où sont les données? Donc tout se base sur les données. Accès à l'Internet, absolument. Oui, il faut d'abord avoir accès à l'Internet, oui, mais il faut avoir aussi des bases de données. Parce que toute l'intelligence artificielle, en fait, repose sur énormément de données. Il faut penser à l'intelligence artificielle comme un enfant. D'accord? En enfant, on doit exposer. Quand un enfant voit ça, le rouge, il le voit une fois, on lui dit que ça c'est rouge. Il voit une deuxième fois et ça c'est que c'est rouge. On lui met le orange à côté. Au début, il ne va pas savoir la différence. Mais le plus on alimente donc ses expériences, le plus il sait que ça c'est rouge. Et l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on alimente, on lui dit que ça c'est rouge, ça c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est vert. Il commence à comprendre que donc ça c'est rouge et ça c'est vert. Et donc quand on a des données, et par exemple je parle de la reconnaissance faciale. Exact. La reconnaissance faciale, c'est les données qui sont traitées par ces outils d'intelligence artificielle. Qui vont dire que ça c'est telle personne ou ça c'est telle personne. Or, on a quelles données de face on a en Afrique? Alors, la même chose que votre grand-oncle qui est peut-être au village, quand il voit un blanc et qui a une barbe et il voit un autre blanc le lendemain qui a une barbe, il peut penser que c'est la même personne. C'est le même pas exact. C'est la même chose parce qu'il n'a pas été exposé à un nombre important de blancs avec les barbes. Donc, et l'intelligence artificielle est pareille, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été exposée à des visages africains différents, des visages noirs africains. C'est là où aussi le danger est de ne pas participer, parce que si on ne participe pas, aux États-Unis, ils ont arrêté, les polices ont arrêté à un moment donné d'utiliser l'intelligence artificielle parce que ça confondait les Noirs. Ça confondait les Noirs parce que les bases de données ne sont pas assez alimentées avec des personnes qui nous ressemblent. Donc c'est le danger pour moi dans l'intelligence artificielle, c'est de ne pas agir immédiatement, de ne pas prendre des actions pour être sûr que toutes les données possibles que nous avons en tant que pays soient dans des bases de données. Dans l'agriculture, par exemple, nous avons des applications, nous avons des startups qui ont développé des outils pour dire, OK, avec une photo, on peut voir quelle est la maladie que telle plante a. Okay. Donc, et puis ça résout. Mais il faut d'abord que toutes ces plantes que nous avons
exclusivement en Afrique, qui ne sont pas dans cette grosse base de données, parce qu'on utilise quoi? Aujourd'hui, ils sont obligés d'utiliser ce qu'on appelle des datasets qui viennent de l'étranger. Nous, on n'a pas nos datasets. Et c'est ça que nos gouvernements doivent faire, c'est prendre le maximum de données qui nous sont uniques et les mettre dans ces bases de données et les mettre à la disposition des chercheurs, les mettre à la disposition des acteurs dans le numérique pour développer l'IA avec. Alors, quelle est la place des femmes dans la technologie en Afrique? Je veux dire, avec ce niveau d'expertise, cette sollicitation en termes de compétences, est-ce que vous êtes nombreuses? Est-ce que vous arrivez à répondre aux besoins exprimés par le continent? Ce que je trouve fascinant en Afrique, c'est que le pourcentage de femmes, dans la technologie, le pourcentage de femmes en Afrique est plus élevé que dans d'autres pays, dans d'autres continents. D'accord. Donc, par exemple, aux États-Unis, on a moins de femmes dans le numérique en pourcentage qu'on a en Afrique. Je suis toujours... Là j'ai plus d'ingénieurs femmes que d'hommes. Mais j'ai pas fait exprès. C'est quand on commence à avoir un certain intérêt dans la technologie. Et on n'a pas dit... Il ne faut pas juste que nos filles, nos femmes, nos jeunes femmes, qu'on leur dise que non, c'est pas pour vous. Okay. C'est juste pour qu'elles comprennent, et c'est un peu mon combat, c'est que quand on voit le visage de la tech, ce ne soit pas un homme blanc. Absolument. Et aujourd'hui, on pense à Elon Musk, on va penser à, même s'il est africain quelque part, on va penser à Mark Zuckerberg, on va penser à ces personnes. On ne va pas automatiquement avoir le réflexe de dire que bon, ça peut être une femme, et ça peut être une femme de couleur, ça peut être une femme noire, ça peut être une femme africaine. Absolument. Et ce message-là, de plus en plus, on le véhicule sur le continent, et ça me fait vraiment plaisir de voir le nombre de jeunes femmes qui s'intéressent à la technologie et veulent en faire un métier. Évidemment que s'exposer, ou du moins rentrer dans le monde du numérique, de la technologie, c'est s'exposer à tous ces dangers, la cybercriminalité par exemple. Quel danger? Vous, ouais, toujours le danger. Moi, je vois l'opportunité. Pensez-vous que sur les questions de cybersécurité, nos pays sont suffisamment protégés, armés pour faire face à tous les dangers qui sont dans cet environnement-là? Disons que je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du pays. Mais prenons le Cameroun. Le Cameroun, on a des sites du gouvernement qui peuvent être facilement hackés. Donc, les hackers, ils ne sont pas sécurisés. Mais c'est parce qu'on n'a pas de politique. On n'a pas de politique de cohésion. C'est-à-dire qu'on n'a pas un endroit où tous les sites du gouvernement sont hébergés, ce qui veut dire que parfois un site ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas payé les frais d'hébergement, c'est honteux. Et puis on a les personnes qui prennent des décisions. Souvent, leur propre mail est sur Yahoo. Yahoo, c'est stocké où? Vous savez où Gmail, quand ils sont un peu modernes, vos mails sont où? C'est stocké où? Les WhatsApp, c'est stocké où? Donc, vous utilisez, vous-même, vous ne sécurisez rien du tout. Parce que Gmail, Yahoo, ils lisent vos mails. Il y a maintenant où ils mettent en catégorie. Oui, ça, c'est probablement junk, ça, c'est probablement, ça, c'est probablement. Ils font comment pour savoir? Parce qu'ils lisent. Et donc, ça ne vous dérange pas que vos mails professionnels, parce que souvent, même sur leur carte, le mail officiel, ils l'écrivent. Non, ils s'enlèvent. C'est-à-dire, ils le barrent et ils disent que non, utilisez plutôt mon Yahoo. C'est incohérent. On ne peut pas avoir, c'est complètement incohérent. Et je pense que l'un des problèmes, c'est qu'on a trop, chacun a son département informatique, on a l'antique, mais bon, qui va conseiller, mais qui va pas, qui n'implémente pas. En fait, on a Donc, il faut coordonner tout ça. Oui. Vous pensez qu'on devrait créer un ministère spécifique pour les questions numériques? Non. On a déjà trop de ministères. Il y a la recherche et l'innovation. Oui, il y a trop de ministères. D'abord, au Cameroun, il y a trop de ministères. Je veux dire que si on veut institutionnaliser le numérique... Ça peut se faire par une agence. D'accord. Et ça n'a pas besoin d'être fait par un une agence indépendante au gouvernement. Qui fait partie du gouvernement, qui est même peut-être dans un ministère, ou qui répond à un ministère,
ou à plusieurs ministères. Ok. Pour que ce soit un peu plus coordonné. Mais la dernière chose dont on a besoin, c'est un autre ministère. On en a trop. Et c'est l'une des difficultés que nous avons. C'est parce je pense qu'on est une population. Trop éparpillé dans la prise de décision. On est dans l'administration. Et on n'est pas dans l'administration coloniale, hein, parce que c'est la même manière de gérer. Il n'y a pas de leadership. On n'est pas gouverné. On est administré. Et donc, on a plein de personnes il y a les cachets, les signatures, qui ont des pouvoirs de prendre des trucs, mettre dans un tiroir, bloquer tout un projet. Et donc, je pense qu'il faut minimiser et laisser un peu, il faut aussi libéraliser le secteur des telcos. Je pense que Camtel pose un très grand frein. Camtel est politique. C'est un instrument politique et et elle est chargée du numérique en fait. Parce que bon, si Camtel a un problème, demain, c'est ce qu'on appelle un single point of failure. S'il y a un seul endroit, si là-bas ça ne fonctionne pas, tout le système est down. Absolument. Et pour éviter ça, moi je pense que ce serait important de libéraliser ce secteur, de laisser ouvert déjà l'Internet, même si c'est l'Internet, de laisser un peu ouvert à d'autres opérateurs. Même si le gouvernement a beau rôle de dire qu'il s'agit quand même des questions de sécurité nationale. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que je ne comprends pas bien ça. C'est-à-dire que tous les pays ont l'Internet c'est pas un Internet qui est au Cameroun seulement. Donc quand ça arrive au Cameroun, donc les autres pays font comment? Les autres pays qui ont libéralisé font comment? Donc eux, ils ne s'inquiètent pas de la sécurité de leurs données. Moi, je ne comprends pas bien ça. Par exemple, Starlink qui a été interdit au Cameroun. Voilà, bon, oui. Je comprends pas trop l'intérêt parce que c'est des données qui passent par le ciel au lieu de passer par la mer, par la fibre. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Vous ne contrôlez pas vous ne contrôlez pas là où ces données partent. On a un câble qui nous appartient, celui qui va de Kribi, qui va au Brésil, qu'on n'utilise pas, à part que quand le reste tombe. Mais une fois que ça arrive même au Brésil, ça part. J'ai du mal à comprendre cette crainte totale. Tout le temps, les gens craignent. On a des data centers, on a par exemple des centres de données où on peut stocker les données. Est-ce qu'on les utilise? On va héberger dans d'autres pays. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne et je ne comprends pas toujours cette inquiétude de si on peut sécuriser nos sites, surtout par exemple le site des passeports qu'on avait dupliqué à un moment donné et avait été copié par... si on peut sécuriser déjà les sites des gouvernements pour être sûr que les données qui y sont enregistrées restent confidentielles, c'est déjà une grosse étape. Vous savez qu'aujourd'hui, sur le site des impôts, quand vous n'arrivez pas à vous connecter, on vous demande d'appeler. Vous pouvez aller là-bas et quelqu'un va vous aider à rentrer dans le site. Dans le système. C'est quelle sécurité ça? Ça veut dire qu'ils ont accès à nos mots de passe? Je ne vous dis pas le mot de passe que j'ai utilisé parce que c'est pour dire que je sais que vous avez mon mot de passe. Il n'y a aucune sécurisation. Et donc, je pense que si on veut, c'est une inquiétude, d'abord, les sites qui contiennent les données confidentielles des Camerounais au Cameroun et qu'on s'inquiète moins de la passerelle de données, d'informations qui est soit sous l'eau par les câbles sous-marins, qui est contrôlé, les câbles qui sont contrôlés aujourd'hui par Camtel, soit par le ciel et les systèmes de VSAT qui existent depuis très longtemps. C'est pas aujourd'hui que les VSAT existent, c'est juste que ça devient, avec Starlink, c'est beaucoup plus abordable et beaucoup plus rapide que ceux qui font ça depuis 30 ans. Alors, on va partir un peu du numérique. Et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, votre expertise va au-delà. Vous vous intéressez aussi aux questions politiques avec ce coup de gueule sur le processus électoral que vous avez récemment exprimé et très repris par nos confrères.
Quand vous observez ce processus électoral, qu'est-ce qui vous fait le plus craindre? J'ai failli dire, qu'est-ce qui vous choque le plus? Qu'est-ce qui vous pousse à dire faites attention aux organisateurs des élections? J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est par conservatisme ou bien si c'est par crainte ou c'est par méconnaissance, mais on mélange entre l'État et le processus électoral et un parti politique, le RDPC. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est un parti État, on en parle beaucoup. Mais dans le processus électoral, rien ne va. Comment est-ce qu'on a un système où un ministre qui est dans un parti du haut pouvoir va commencer à dire qui est le président de votre parti? Qui va désigner que non, lui, c'est pas le président, c'est lui. Comment? C'est une aberration. C'est une aberration. Et il va commencer à dire le ministre envoie les acteurs chez l'organisateur et les câbles. Oui, mais ELECAM, c'est toujours le RDPC. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté. Le ministre a les éléments constitutifs des partis politiques. En fait, c'est ce système-là que vous voulez qu'on corrige. Oui, il faut corriger. Il faut un système et on ne peut pas le faire avec ce parti. Le gouvernement se désengage totalement du processus. Il ne va pas le faire. Non, je vous dis, pour vous, c'est l'idéal. C'est la proposition qu'on vous fait, qui est un désengagement total. Si réellement on avait un gouvernement qui s'inquiétait d'avoir des élections libres, transparentes, fair, juste, ils allaient complètement changer la donne. Vraiment, mais on n'a pas ça. Et on n'aura pas ça. Et donc, ce que je pense que la prochaine étape, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on puisse remplacer ce gouvernement qui n'a pas envie de changer, n'a pas envie d'évoluer. Et c'est quoi aux élections? Oui, il faut aller, et c'est pour ça que j'ai dit que les élections, il faut y aller, et il faut y aller de manière intelligente, en sachant que on ne va pas pouvoir, les élections ne se passent pas le jour du vote. Okay. Parce qu'on a l'impression que oui, on va aller voter, on va aller défendre notre vote. Mais si on ne peut pas tenir de meeting pour sensibiliser la population sur son programme, si on ne peut pas choisir nos candidats, si on ne peut pas avoir accès aux antennes de la même manière, si on ne peut pas, parce que bon aussi que limiter l'accès à l'internet, tout ça, si on ne peut pas s'assurer que nos communications internet, on peut partager les informations avec le plus grand nombre de. Comment voulez-vous que le jour des élections, on dise que oui, mais vous avez eu moins de votes? Si on ne peut pas contrôler qui est sur la liste d'électeurs et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que le vote lui-même, ce n'est pas ça, les élections, c'est tout un processus. Et il faut encadrer ce processus et il faut que ce processus entier soit juste le jour des élections. Parce que je vous dis que la vérité, c'est que si on compte juste le nombre de votes, le jour des élections, le RDPC peut passer. Et ils vont dire que le vote était libre. C'est vrai. Mais les gens qui ont pu voter ce jour-là sont les gens qu'ils auront prédésignés. L'endroit où les gens votent, ils auront prédésigné. Les candidats même, ils auront prédésigné. Donc, oui, vous avez gagné. Le vote, vous n'avez pas vraiment gagné les élections, parce que les élections est un ensemble. Dans ce processus électoral, quelles seraient éventuellement les réformes qu'il y aura à faire pour s'assurer que de l'inscription au résultat, tout le processus ait une traçabilité technologique? C'est pas difficile. C'est un projet, mais je ne pense pas qu'ils y soient. Je ne pense même pas ici que c'est encore une fois. Je ne crois pas non plus parler par rapport à eux. Je veux dire, si le téléspectateur veut l'être. D'abord, parfois, on n'a même pas besoin de l'État. On a besoin que l'État nous laisse. Parce que, par exemple, avec un téléphone portable, des personnes qui sont dans le quartier, dans un bureau de vote, peuvent enregistrer le vote, envoyer le vote par un système USSD, c'est-à-dire le STAR, machin. Ils n'ont même pas besoin d'Internet pour le faire. Alimenter une base
de données qui est national et voir maintenant et comparer donc le résultat qui est direct, immédiat, envoyé par des tiers, par des indépendants qui ont observé le vote et comparer ça aux résultats que Elecam va annoncer après. Donc il y a des choses aussi qu'on peut faire qui ne sont pas nécessairement attendre que Elecam décide d'être transparent. Et à votre niveau d'information, le système n'est pas en capacité de le faire, d'organiser les élections dans un processus entièrement numérique. Non. Ils n'ont pas la volonté. Il faut d'abord vouloir le faire. D'accord. Il faut d'abord vouloir le faire et ils n'ont pas cette volonté. Trop de transparence pour eux, c'est pas bon. C'est pas bon parce que en fait, c'est ça que la technologie apporte. C'est la transparence. Et on peut pas, you can't lie. Vous pouvez pas mentir à la machine. C'est-à-dire que si elle a enregistré, elle a enregistré. Et donc, avoir les PV écrits à la main qu'on peut brancher, on peut cacher. Si on utilise, par exemple, la technologie de blockchain pour enregistrer les résultats, c'est très difficile. Après, vous allez faire comment pour changer ça? C'est très difficile. Et donc, c'est cette manque. Mais en l'état, quelle proposition feriez-vous donc pour s'assurer que le vote, le choix fait par les électeurs est le choix que ça puisse être vérifié, que le choix sera propre. Et d'utiliser la technologie USSD. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas encore accès à l'Internet. Mais on peut recharger avec un téléphone normal. Il y a des systèmes déjà qui existent dans plusieurs pays africains ou de plusieurs pays du monde. Ces systèmes existent. Mais je pense que nous, on peut développer un système qui nous est adapté. Mais il faudrait cette volonté.